Écologie bienveillante, paysanière, accueille vos paroles pour louer la terre et le vivant. Et voici une première citation. Gravir la montagne, c'est l'affaire de nos pieds. La déplacer, c'est l'affaire de notre esprit. L'aimer, c'est l'affaire de notre cœur. Et nous allons commencer à vivre cette écologie bienveillante paysanière avec le livre Potes toujours ou Futur âge de Joël Touzet-Justy. C'est un essai romancé qui va nous occuper plusieurs semaines, mais n'hésitez pas à continuer d'envoyer vos textes à l'adresse courriel qui s'affiche. Et maintenant, découvrons cet essai avec la 4e de couverture, suivie de la lecture des 10 chapitres en 2 parties. Au futur âge, Claire est devenue une autre femme. Elle s'est installée dans le Gâtinais, près de Fontainebleau, et prend le temps de vivre, au rythme de son jardin et de son ami l'apiculteur, aidée du programme onusien Pédagogie, organique, temps, espace, spiritualité, pote, qui s'est imposé aux États pour survivre au cataclysme mondial de 2029. 12 années plus tard, Claire donne un récit de cette nouvelle éthique, que ce soit perché sur la cime des arbres pour évaluer les douches forestières ou au cœur d'une agriculture organique et de l'hôpital bio en santé vibratoire. Claire voit la fin du New Age et sa progression des consciences, remplacée par le futur âge et son renouveau du bien-être en bienveillance, ainsi que l'arrivée de l'Ecclesia Ecologica. Ce miracle est-il salutaire et tient-il des dirigeants, des groupes religieux ou de la société civile? Ce roman documentaire visionnaire marque les prémices d'une nouvelle paix mondiale par une réussite environnementale, politique et spirituelle, égalitariste, qui se noue autour de Claire. Elle était l'éthique, elle était la vie. Prologue. Claire avait trouvé refuge près de la ville royale de Fontainebleau, non loin de Paris, et ce pays que l'on appelle les Gâtines, où la nature semblait jardiner, recouverte de mousse, de bruyère, de futaies poussées parmi les blocs de grès, l'avait accueillie lorsqu'à bout de souffle, assoiffée et affamée de vie, elle avait poussé les portes d'un village minéral qui racontait le temps des carriers, où paisiblement l'homme marchait aux côtés de son mulet chargé de pierres taillées pour construire son habitat à la main. Son amie Lucille, dans ses livres photos, disait de cet endroit : « Ici, on prend le temps de savourer les couchers de soleil, le soir par un ciel limpide et transparent, en montant au sommet des pignons où les rendez-vous avec l'éphémère parlent d'éternité. Les fougères s'illuminent et la forêt et le ciel prennent feu, embrasant les cœurs des contemplatifs de rayons de paix. Dans ce milieu intemporel, on peut apprendre à tisser la vie, faite de tous ces instants paysagers, dans un bonheur sans limite, sans rien retenir. Car d'éphémère en éphémère se construit la marche de notre temps et de notre espace, marquée par le silence qui ne laisse pas de traces. En s'enfonçant dans la forêt légère, à la rencontre d'histoires racontées par les arbres aux branches décorées de lumière et de paix, qui ne semblaient pas vieillir et renaître perpétuellement, Claire, aux côtés de Lucille, munie de son appareil photo, apprenait par elle la sérénité du paysage, et le quotidien s'estompait à la lumière de ciel se posant sur la terre. Dans cet environnement boisé, elle respirait un nouvel amour de soi et du prochain qui avait poussé, libre de tout vouloir, nourri par l'oxygène et la lumière vitale. Son regard s'était vivifié et chaque jour, elle allait rendre grâce à cette source qui lui permettait de recouvrir la vue, même si elle restait encore fragile, surtout des jours comme aujourd'hui, où le docteur Merman lui demandait de témoigner de ses sensations nouvelles en évoquant son parcours au Festival national de la COP 44. Première partie.
Pote toujours. Quelle grâce m'envahissait. Un sentiment nouveau, frétillant de vie, déposant sur ma peau un parfum de lys martagon, venait engeler mon cœur. Je m'arrachais au temps et à l'espace du cataclysme climatique qui, depuis ces 3 Black Days de 2029, m'avait confiné dans une boîte pitoyable. Ce matin-là, Claire se laissa divertir par les pépiments des merluches et des mésanges, familières du jardin. La lumière, douce et feutrée, pénétrait à travers le rideau de lin sa chambre endormie, l'invitant à exprimer sa gratitude envers la course universelle des astres, même si elle savait maintenant que toute cette mécanique n'était pas aussi lumineuse et au service de la vie qu'elle le semblait, obligeant certains habitants de la planète, ceux mal à l'aise avec leur conscience, à gagner à la sueur de leur corps, de leur esprit et de leur âme la paix et la joie. Cela faisait 9 ans que la Terre avait non seulement perdu les eaux, mais s'était meurtrie dans sa matrice, laissant jaillir ces matières volcaniques et enflammées qui s'étaient répandues sur les humains, au commencement hébétés, puis gagnées positivement par l'enfantement et la salutation du nouvel enfant de la Terre. Le docteur Mermont, qui devait la retrouver en fin de matinée à la parcelle 102, en haut du taillis de chêne, pour la mise au point de son médicament douche forestière, le lui répétait chaque jour. « C'est fini maintenant, Claire. Renaissez à votre tristesse, à vos angoisses. Tout est achevé et tout est à accomplir. » Chapitre 1er. Une femme neuve. La volonté de vie s'était accomplie sur la terre comme au ciel. La terre, dans des contractions innommables, avait fait craqueler sa coquille en de multiples endroits et expulsé des eaux torrentielles pour enfanter d'un nouvel esprit, fertilisant les humains restés debout et qui maintenant prenaient soin d'elle. Le ciel en frappant avait déclenché l'accouchement et avait communié aux oiseaux enchantement et pépiment pour qu'ils déversent les sons du monde, joyeux et intelligents, au profit de l'enfant de Gaïa qui nourrissait les hommes. L'ONU, en fêtant cette naissance à un niveau mondial, participait à la reconnaissance de ce nouvel état d'esprit par les peuples tous élus. La conférence onusienne annuelle sur les changements climatiques se concluait maintenant avec un grand festival en l'hommage à la nature qui donnait lieu à des animations dans chaque pays. Cette année, c'était l'Oblastie moscovite qui avait reçu les États, les ONG et les participants défenseurs de la planète. Et dans notre village, depuis déjà 2 jours, les employés communaux installaient les écrans géants dans les écoles, garants de la retransmission de la fermeture de la COP 44. Chacun de nous, formé à une nouvelle conscience, à l'éthique de la vie, avec le plan onusien POT, pour une pédagogie organique, temps, espace, spiritualité, nous ressentions le besoin de participer à notre manière, soit en entonnant aux côtés des autres habitants de notre village l'hymne mondial de la paix, le credo du paysan, ou en désignant la nation qui avait présenté les meilleurs reportages de labour, de forêts remarquables ou de soins apportés à leurs terres nourricières. En phase avec ce nouvel ordre mondial naturel et déontologique formulé par la 3E onusienne, éthique, environnement, énergie, l'émotion citoyenne du monde s'exprimait chaque 15 mai depuis 6 ans et les divisions des peuples tombaient
réunis autour des paysages ressurgis des mains des laboureurs d'une nouvelle génération, signataires des pratiques bienveillantes caractéristiques du futur âge. Loin des idéologies de puissance et de rentabilité, la production devenait sensitive, ne cherchant qu'à harmoniser matière et service à la fertilité des corps et des esprits. Pour mesurer ces nouvelles forces de vie, l'agriforesterie, au service de la santé globale, était évaluée sur un marché du bien-être où les investisseurs venaient chaque jour déposer leur argent pour le financement du futur âge d'obédience organique. Amoureuse des belles plantes fertiles qui associent agrément et santé, j'avais été dans mon élément pour expliquer le bien-être vert ou faire des visites de terrain dans ma forêt. Mais ce soir, à Grenoble, au festival qui accompagnait sur le plan national la conférence de l'ONU sur le changement climatique, il m'était demandé d'agir pour réveiller les consciences, et c'était un engagement moins concret, plus théorique, avec lequel je me sentais hors nature. Heureusement, cet amour du végétal et de la vitalité devait me donner des ailes et me mettre à ma place dans l'action qui vous pousse, me mettre aussi non plus face à moi-même, mais face aux autres chercheurs sincères ou face aux simples amateurs. Je prenais à cœur et à bras le corps ma mission, qui était sans doute et malgré moi de provoquer un changement intérieur de l'homme et de la femme pour une meilleure relation humain-nature, n'étant pas suffisamment à l'aise avec mon être spirituel et la récolte des âmes endormies. J'étais pourtant peinée lorsque je voyais des gens manger, penser bio et continuer à exploiter leur prochain ou se faire servir sans gratitude. Face au gigantisme, j'avais ressenti que le penser et le vivre local nous réveillaient pour nous réconcilier à la merveille de la vie et exercer nos responsabilités tout en s'acceptant fragile et petit. Mais de là à témoigner plus en avant. Aussi, c'est avec cette conviction fondée sur l'agriculture et la santé organique que je pris la parole à mon tour debout sur l'estrade, le micro bien en face de ma bouche pour supporter l'ONG, présidée par mon ami le docteur Merman. Produisons pour une autosuffisance et non plus pour exporter, ni pour devenir acteurs de la mondialisation. Les productions basées sur les engrais chimiques et les semences sélectionnées, voire génétiquement modifiées, qui nécessitent de lourdes mécanisations, plus d'énergie, et des achats annexes sont contraires à la vie. Interdisons-les, engageons-nous à ce changement. Sachant que les engrais dépendent du pétrole et de leur cours, on est arrivé à un mode de production non rentable qui a causé le suicide de myriades de paysans et d'agriculteurs sur toute la planète. Avec le bio, l'espoir est revenu et surtout la terre redevient utile. Les plantes qui avaient pris l'habitude d'être nourries d'azote, de phosphore et de potassium, le NPK, se réconcilient avec la terre. La planète donne le nécessaire à l'existence. Elle veut notre bonheur. J'entendais venant de l'assemblée des applaudissements encourageants et continuait. En nous émerveillant à ce que nous donne la terre, en admirant son caractère sacré et vivant, nous allons ressentir, comprendre et aimer tous les milieux organiques. Et pour cela, acceptons de faire taire nos désirs illimités. Appuyons-nous sur le programme POT et remercions l'ONU pour cet engagement salutaire. À nouveau les applaudissements, je poursuivais. Un bœuf donne 15 fois moins de repas que les céréales qu'il a consommées et 55% de la production de protéines végétales
servent à nourrir le bétail. Pourtant, des solutions comme la sylvopâture, qui améliore les sols et l'air, ont permis de rééquilibrer ces chiffres nuisibles à l'environnement. Une main se levait. Un micro se dirigeait vers elle. Une question. Le consommateur paye 5 fois un produit venant de l'agriculture intensive et les aides pour la dépollution coûtent cher aux habitants. Pourquoi ne pas protéger les sols avec une chimie intelligente? Merci pour cette juste question. Pour un microbe nuisible, il y a des dizaines de microbes bienfaisants qui s'enrobent à la plante dans un système d'interrelation. Ne dit-on pas que les lombrics ont fertilisé la vallée du Nil? Aussi, je souhaiterais qu'une action de nouvelles relations aux parasites soit menée par les hôpitaux et que la santé et l'agriculture organique se regroupent au sein du ministère halitique pour cette recherche que vous avez appelée chimie intelligente. Et je vous propose d'approfondir ce sujet, puis d'en débattre en visionnant ce film « Amour à l'intérieur de la Terre ». Il montre comment les radicelles des plantes communiquent, se nourrissent et donnent des informations aux micro-organismes. Tout de suite après le film, notre président, le docteur Merman, vous souhaitera la bienvenue au festival.